Dans le cimetière silencieux, le millionnaire s'agenouilla devant la pierre tombale de sa fille, sanglotant comme si la vie lui avait été arrachée. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que sa fille était vivante et sur le point de lui révéler une vérité qui allait tout changer pour toujours. Le cimetière était silencieux, envahi par un froid qui semblait couper la peau. Javier Hernandez marchait seul, les pas traînants, le visage abattu, comme si la vie s'était envolée avec sa fille. 2 mois auparavant, le millionnaire avait enterré Isabelle après une tragédie que personne n'avait pu prévoir. La fillette était allée passer le week-end dans la cabane de sa belle-mère, Estela, une femme attentionnée qu'il avait toujours traitée avec tendresse. Mais alors qu'Estela s'absentait pour des affaires en ville, un incendie dévastateur consuma la maison. Les pompiers trouvèrent des décombres méconnaissables et, parmi eux, les objets personnels de la fillette. Javier ne posa pas de questions, il accepta la mort, noyé par la douleur. Depuis, il survivait, soutenu par l'affection quasi maternelle de son épouse Estela, qui se culpabilisait de ne pas avoir été là, et par le soutien ferme de Mario, son frère de 2 ans, son cadet et associé, qui lui répétait chaque jour « Je m'occupe de l'entreprise. Toi, essaie juste de tenir bon. Je suis avec toi, mon frère. » Agenouillé devant la tombe, Javier laissa le poids de tout l'effondrer d'un coup. Il passa ses doigts sur l'inscription froide, murmurant entre les sanglots « Fille bien-aimée, repose en paix. Comment pourrais-je reposer, ma fille, si tu n'es plus là ?» Les larmes coulaient sans retenue. Il sortit de sa poche un bracelet en argent, un cadeau qu'elle lui avait fait pour son dernier anniversaire, et le tint comme si c'était la petite main de sa fille. « Tu m'as promis de ne jamais me quitter, tu te souviens ? Et maintenant je ne sais pas comment respirer sans toi, » murmura-t-il d'une voix brisée, les épaules tremblantes. À l'intérieur, un tourbillon de pensées le dévorait. Et si j'étais allé avec elle ? Et si j'étais arrivé à temps ? La culpabilité ne le laissait pas en paix. Il se sentait un père raté, incapable de protéger celle qu'il aimait le plus. Sa poitrine brûlait de la même fureur qui avait dévoré la cabane. « Je donnerais tout, ma petite, tout, si je pouvais t'embrasser une fois de plus, » confessa-t-il en regardant le ciel comme s'il attendait une réponse. Et ce fut précisément à ce moment que l'invisible se produisit. À quelques mètres derrière un arbre robuste, Isabelle était vivante, mince, les yeux larmoyants fixés sur son père en silence. La fillette avait réussi à s'échapper de l'endroit où elle était prisonnière. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ses doigts s'agrippaient à l'écorce de l'arbre tandis que des larmes discrètes roulaient sur son visage. Voir son père ainsi, anéanti, était une torture qu'aucun enfant ne devrait affronter. Elle fit un pas en avant, mais recula aussitôt, ravalant un sanglot. Ses pensées se bousculaient. « Cours, étreins-le, montre-lui que tu es vivante. »« Non, je ne peux pas. S'ils découvrent que je me suis échappé, ils peuvent lui faire du mal aussi. » Le dilemme l'écrasait. Elle voulait crier, dire qu'elle était là, mais elle savait que cette étreinte pouvait coûter trop cher. De là où elle était, Isabelle pouvait entendre la voix entrecoupée de son père, répétant « Je te le promets, ma fille. Je vais continuer, même si je sens que je suis déjà mort à l'intérieur. » À chaque mot, l'envie de se révéler devenait insupportable. Elle se mordit les lèvres jusqu'à sentir le goût du sang, essayant de contenir l'impulsion. L'amour qui les unissait était si fort qu'il semblait impossible de résister. Pourtant, elle resta immobile, prisonnière d'une peur plus grande que la nostalgie. Tandis que Javier se levait avec difficulté, rangeant le bracelet près de sa poitrine comme un talisman, Isabelle ferma les yeux et laissa échapper une autre larme. Le monde était trop cruel pour permettre que père et fille se retrouvent à cet instant. Et elle, cachée dans l'ombre de l'arbre, comprit qu'elle devait attendre. L'étreinte devrait être repoussée, même si cela la déchirait intérieurement. De retour à sa prison, Isabelle marchait à petits pas, le corps recroquevillé, comme quelqu'un qui craint que même les murs ne la trahissent. Des heures auparavant, elle avait trouvé le courage de s'échapper quelques minutes, juste pour voir son père et sentir que le monde existait encore au-delà de ce cauchemar. Mais maintenant, elle revenait pressée, paniquée à l'idée qu'on découvre son absence. Elle ne pouvait pas prendre de risque. Jusqu'à ce moment, elle n'avait jamais entendu de voix claire, jamais vu de visage, seulement des ombres qui la maintenaient enfermée comme si sa vie s'était réduite au silence et à la peur. Elle ne savait pas encore qui étaient ses ravisseurs, mais cette nuit, tout allait changer. Elle s'allongea sur le matelas usé, faisant semblant de dormir. La pièce sombre ressemblait à une tombe sans air.
Isabelle ferma les yeux avec force, mais ses oreilles captèrent un son inattendu. Des rires, des voix, une conversation étouffée provenant du couloir. Son cœur s'accéléra. Elle se redressa lentement, comme si chaque mouvement pouvait être une erreur fatale. Elle glissa ses pieds nus sur le sol froid et s'approcha de la porte entr'ouverte. La lumière jaunâtre du salon filtrait par la fente. Elle s'approcha et les mots qu'elle entendit changèrent sa vie pour toujours. 2 mois se sont écoulés, Mario, dit Estla avec un calme venimeux. Personne n'a rien soupçonné. Tout le monde a cru à l'incendie. Mario rit doucement, s'allongeant sur le canapé. Et cet idiot de ton mari, comme il souffre. Il pleure comme un misérable, croyant que sa fille est morte. S'il savait la vérité, Estla éclata de rire en levant son verre de vin. Eh bien, qu'il pleure. Pendant ce temps, l'héritage commence déjà à avoir une destination sûre. J'ai moi-même déjà commencé le processus. Le poison fait effet petit à petit. Ravière n'imagine même pas que chaque gorgée de thé que je lui prépare le rapproche de la mort. Isabelle sentit son corps se glacer. Le poison, elle faillit perdre ses forces. Les larmes jaillirent de ses yeux sans qu'elle puisse les retenir. Cette voix douce qu'il avait si souvent bercée avant de dormir était maintenant un vrai poison. Et face à elle, l'oncle Mario affichait un sourire satisfait. Quelle ironie, n'est-ce pas? Il te fait plus confiance qu'à quiconque et c'est toi qui le tues. Brillante Estla, brillante. Les deux rirent ensemble, se moquant comme des prédateurs devant une proie sans défense. Il le mérite, compléta Estla, les yeux brillants de plaisir. Pendant des années, il s'est vanté d'être le grand Javier Hernandez. Maintenant, il est à genoux et il ne s'en rend même pas compte. Bientôt, ils diront que ce fut une mort naturelle, une coïncidence malheureuse, et nous serons les héritiers légitimes. Mario leva sa coupe, trinquant, à notre victoire et à la chute du pauvre malheureux. Le toast fut scellé par un baiser ardent qui fit qu'Isabelle se pressa les mains contre la bouche pour ne pas crier. Son cœur battait à tout rompre comme s'il allait exploser. Sa tête tournait. Eux ce sont eux mes ravisseurs. La belle-mère et l'oncle c'étaient eux depuis le début. La révélation l'écrasait. C'était comme si le sol avait disparu sous ses pieds. La fillette, qui jusqu'alors ne craignait que les ombres, voyait maintenant les visages des monstres, des personnes qu'elle connaissait, en qui elle avait confiance. Le poids de l'horreur la fit reculer de quelques pas, presque en trébuchant sur le bois qui craquait. La peur d'être découverte était si grande que tout son corps tremblait sans contrôle. Isabelle s'appuya contre le mur de la chambre, les yeux écarquillés, les sanglots coincés dans sa gorge. Le désespoir était suffocant. Son père ne pleurait pas seulement la perte d'une fille qui était vivante, mais il buvait aussi chaque jour sa propre sentence de mort. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer et je ne peux pas laisser cela arriver, pensait-elle, l'esprit en plein tourbillon. Les larmes chaudes coulaient sur son visage, mais avec elles naquit une étincelle différente, une force brute, désespérée, de celle qui comprend qu'elle porte une vérité trop grande pour la terre. Tandis que dans le salon les traîtres trinquaient comme des vainqueurs, Isabelle se recroquevilla sur le matelas, dissimulant, priant pour que personne ne remarque sa veille. Mais à l'intérieur, elle savait que la vie de son père ne tenait qu'à un fil et que seule elle, une fillette effrayée, mince et pleine de peur, pourrait empêcher le prochain coup. La nuit s'étendait comme un voile interminable et Isabelle restait immobile sur le matelas dur, les yeux fixés sur la fenêtre étroite qui donnait sur l'extérieur. Les mots d'Estla et Mario martelaient son esprit sans relâche comme une sentence cruelle. Ils ont tué mon enfance, ils ont menti à mon papa et maintenant ils veulent aussi lui ôter la vie. Chaque pensée était un coup au cœur. Le corps mince tremblait, mais l'âme brûlait d'un désespoir qui ne tenait plus dans sa poitrine. Elle savait que si elle restait là, il serait trop tard. Le courage qu'elle n'avait jamais imaginé avoir naissait au milieu de la peur. Avec des mouvements prudents, elle attendit que le silence soit absolu. Les rires cessèrent, les pas disparurent et il ne restait que le bruit distant du vent contre les fenêtres. Isabelle se leva, s'approcha de la fenêtre arrière et poussa lentement le bois rouillé. Le craquement fut trop fort et elle se paralysa. Le cœur semblait sur le point d'exploser. Aucun bruit ne suivit. Elle rassembla ses forces, respira profondément et se glissa dehors, tombant sur l'herbe froide. L'impact la fit se mordre les lèvres, mais elle n'osa pas lâcher un gémissement. Elle resta à genoux un instant, regardant en arrière, comme si elle s'attendait à les voir apparaître à tout moment. Puis elle courut.
Le chemin à travers la forêt était difficile. Chaque branche qui se cassait sous ses pieds semblait trahir sa fuite. Le froid lui coupait la peau et les pierres blessaient la plante de ses pieds nus. Mais elle ne s'arrêtait pas. L'amour pour son père était plus grand que n'importe quelle douleur. Je dois le rejoindre. Je dois lui sauver la vie. Ils ont déjà commencé à l'empoisonner. L'esprit répétait comme un tambour frénétique et les jambes minces, bien que tremblantes, obéissaient à l'urgence. L'aube fut longue, l'obscurité semblait infinie et la faim pesait, mais rien ne la ferait renoncer. Quand le ciel commença à s'éclaircir, Isabelle aperçut enfin les premières rues de la ville. Son cœur battit encore plus fort et des larmes de soulagement se mêlèrent à la sueur et à la fatigue. Chancelante, elle arriva à l'entrée du manoir de Ravière. Le grand portail semblait infranchissable. Mais la volonté était plus grande que tout. Elle rassembla ses dernières forces et frappa à la porte. D'abord doucement, puis avec plus de désespoir. « Papa, papa » murmurait-elle à voix basse, sans même s'en rendre compte. Des pas résonnèrent de l'autre côté. Son cœur s'arrêta presque. La porte s'ouvrit et il était là. Ravière, abattu, les yeux cernés et le visage fatigué, mais en voyant sa fille, il resta immobile comme s'il avait été frappé par la foudre. La bouche s'ouvrit en silence, ses mains tremblaient. Isabelle, la voix sortit comme un souffle incrédule. Elle, sans réfléchir, se jeta dans ses bras et le choc se transforma en explosion d'émotion. L'étreinte fut si forte qu'elle semblait vouloir recoudre chaque morceau de douleur en eux deux. Ravière sanglotait fort, sa barbe trempée de larmes, répétant sans cesse « C'est toi, ma fille. C'est toi, mon Dieu, je n'y crois pas. » Isabelle pleurait sur sa poitrine, enfin en sécurité, respirant cette odeur de foyer qu'elle avait cru perdue pour toujours. Pendant de longues minutes, ils restèrent enlacés, comme si le monde avait disparu. Mais au milieu des pleurs, Isabelle leva le visage et parla entre les sanglots, « Papa, écoute-moi. Je ne suis pas morte dans cet incendie parce que je n'étais jamais seule à l'intérieur. Tout a été planifié. Estla, l'oncle Mario, ils ont préparé l'incendie pour simuler ma mort. » Ravière la tint par les épaules, les yeux écarquillés, incapable d'assimiler. « Que dis-tu ? Estla, Mario, non, ce n'est pas possible. » La voix de Ravière était un mélange d'incrédulité et de douleur. Isabelle, ferme malgré les larmes, continua, « Je les ai entendus, papa. Ils se sont moqués de toi. Ils ont dit que 2 mois s'étaient écoulés et que personne n'avait rien soupçonné. Et ce n'est pas tout. Estla a déjà commencé à t'empoisonner. Chaque thé, chaque repas qu'elle te prépare est empoisonné. Ils veulent que ça ressemble à une mort naturelle pour s'emparer de tout ton argent. Le prochain, c'est toi, papa. » Les mots sortaient vite, désespérés, comme si la vie de son père dépendait de chaque seconde. Ravière fit un pas en arrière, portant ses mains à son visage, et un rugissement de rage s'échappa de sa gorge. L'impact le frappa comme une avalanche. L'homme qui, pendant des semaines, avait pleuré comme un veuf de sa propre fille, sentait maintenant la douleur se transformer en fureur. Il serra les poings, son regard se durcit et les larmes, auparavant de deuil, étaient maintenant de haine. « Ils vont payer tous les deux, ils vont payer pour chaque larme que j'ai versée, pour chaque nuit qu'ils m'ont volée de toi, » dit-il d'une voix ferme, presque un cri. Il la serra de nouveau plus fort qu'avant et ajouta, « Tu as bien fait de t'échapper, ma petite. Maintenant, nous sommes tous les deux et ensemble nous allons nous battre. » Ravière marchait de long en large dans le bureau du manoir, le visage rougi, les veines palpitant aux tempes. Ses mains tremblaient de rage, mais ses yeux étaient fixés sur sa fille, qui l'observait en silence, encore agitée par sa fuite. Le poids de la révélation était écrasant et son esprit tournait dans 1000 directions. « Mon propre frère, la femme à qui j'ai confié ma maison, ma vie des traîtres. » s'exclama-t-il en frappant son poing fermé contre la table en acajou. Le son résonna dans la pièce, mais ne fut pas plus fort que la respiration accélérée de Ravière. Isabelle s'approcha lentement, craignant que son père ne se laisse dominer par l'impulsion d'agir sans réfléchir. « Papa, ils sont dangereux. Tu ne peux pas les poursuivre comme ça. S'ils savent que je suis vivante, ils essaieront de nous réduire au silence à nouveau, » dit-elle d'une voix entrecoupée mais ferme. Ravière respira profondément, passa ses mains sur son visage et s'agenouilla devant elle, tenant ses petites mains. « Tu as raison, ma fille. Je ne laisserai pas qu'ils te fassent du mal à nouveau, même si c'est la dernière chose que je ferai.
Le silence entre les deux fut brisé par une phrase qui naquit comme une promesse. Ravière, la regardant dans les yeux, parla à voix basse, « Si nous voulons vaincre, nous devons jouer à leur manière. Ils croient que je suis faible, que je suis au bord de la mort. Eh bien, laissons-les le croire. » Isabelle cligna des yeux, confuse. « Que veux-tu dire, papa ?» Il sourit avec amertume. « Je vais faire semblant de mourir. Je vais leur donner la victoire qu'ils désirent tant, jusqu'au moment précis de la leur arracher des mains. » La fillette sentit un frisson parcourir son dos. C'était risqué, trop dangereux. Mais en voyant la conviction dans les yeux de son père, elle ne put refuser. « Et moi, que dois-je faire » demanda-t-elle à voix basse. Ravière serra ses mains et répondit avec fermeté, « S'ils remarquent que tu as disparu à nouveau, ils se douteront et viendront sûrement te chercher, et peut-être finiront-ils ce qu'ils ont commencé. Je ne peux pas risquer ta vie ainsi. Tu dois retourner là où ils te retiennent prisonnière et y rester une semaine de plus. C'est le temps que je ferai semblant d'être malade jusqu'à ma mort. Après cette semaine, tu t'échappes à nouveau et nous nous retrouvons sur le vieux pont de fer du parc central l'après-midi, exactement à l'endroit où la vieille plaque est fissurée. Tu as compris ? Une semaine et ensuite tu viendras. » Un éclat de complicité commença à naître entre les deux, une alliance forgée dans la douleur. Assis côte à côte, père et fille commencèrent à esquisser le plan. Ravière expliquait chaque détail avec calme, mais dans son regard, on voyait celui d'un homme en guerre. « Je dois commencer à paraître plus malade que je ne le suis déjà. Je vais m'isoler, annuler des engagements, paraître fragile. Ils ne doivent pas soupçonner que je sais quoi que ce soit. » Isabelle, le cœur battant, murmura, « Mais, et si le poison continue ?» Il caressa son visage et répondit, « Je ne goûterai rien qui vienne de leurs mains, pas même un verre d'eau. À partir d'aujourd'hui, ils croient qu'ils me tiennent entre leurs mains, mais c'est nous qui tirerons les ficelles. » Les larmes revinrent aux yeux de la fillette, mais ce n'était pas seulement de la peur. Il y avait une fierté silencieuse dans sa poitrine. Pour la première fois, elle n'était pas seulement la fille protégée, elle faisait aussi partie du combat. Ravière la serra de nouveau dans ses bras, mais maintenant avec une autre énergie. Ce n'était plus l'étreinte de la douleur, mais de l'alliance. Ils pensent que nous sommes faibles, Isabelle, mais ensemble, nous sommes plus forts que jamais. Dans cette pièce suffocante, sans témoins autres que les murs, naquit un pacte qui allait tout changer. Père et fille, unis non seulement par le sang, mais maintenant par la soif de justice, la douleur fit place à la stratégie. Le deuil se transforma en feu et tandis que le soleil se levait par la fenêtre, les éclairant tous les deux, il était clair que le destin des traîtres était déjà scellé. Il ne restait plus qu'à attendre le moment exact pour frapper. Ravière se plongea dans le rôle qu'il avait lui-même écrit, commençant la représentation avec une précision calculée. Il annula des engagements, s'éloigna de ses associés, s'enferma chez lui comme si sa santé s'effondrait. Les premières nouvelles coururent discrètement, l'homme d'affaires Javier Hernandez traverse des problèmes de santé. Peu à peu, l'aversion se consolida. Ravière s'entraînait devant le miroir à la respiration courte, au regard perdu, au pas traînant qui convaincrait même les plus sceptiques. « Ils doivent croire que je suis faible, que je n'ai plus la force de résister, » murmurait-il pour lui-même, sentant dans chaque geste le mélange étrange de douleur et de détermination. Puis vint le point culminant de la farce. Les titres se répandirent dans les radios et les journaux, Javier Hernandez décède, victime d'un arrêt cardiaque. Le pays fut secoué. Associés, clients et même adversaires furent pris par surprise. La nouvelle semblait incontestable, enveloppée de notes médicales soigneusement manipulées et de déclarations d'employés émus. En privé, Ravière observait la scène de loin, caché, l'âme déchirée en deux. La moitié souffrait en voyant son image enterrée, et l'autre moitié alimentait le feu de la vengeance. Les funérailles furent dignes d'une tragédie théâtrale. L'église était pleine. Les caméras se disputaient les angles, les flashs captaient chaque détail. Estla brilla dans son rôle. Voile noir, larmes coulant, sanglots qui arrachaient des soupirs au présent. « Je perdais l'amour de ma vie », murmurait-elle, incarnant à la perfection la douleur de la veuve. Mario, de son côté, monta à la chair d'une voix entrecoupée mais ferme. « Je perdais mon frère, mon associé, mon meilleur ami. Son absence sera un vide impossible à combler. » L'audience se leva en applaudissements respectueux et certains même pleurèrent avec eux. Tout semblait trop réel. Caché dans une voiture proche, Ravière observait de loin, l'estomac noué.
il vit Mario prendre la main d'Estla d'un geste presque complice. Et cela confirma que sa farce était complète, mais révélait aussi l'arrogance qui les aveuglait. Ils croient qu'ils ont gagné, murmura-t-il entre ses dents, les yeux brillants de haine. C'était douloureux de voir le monde pleurer sa mort tandis que les vrais ennemis trinquaient à la victoire, mais cette douleur servait de carburant pour ce qui allait suivre. Après les funérailles, Estla et Mario continuèrent la représentation en coulisses. Ils organisèrent des réunions privées, des dîners exclusifs, des toasts au vin importé. Ô pauvre Javier, disait-il entre des rires étouffés, se moquant de la naïveté d'un homme qui, jusqu'à la fin, avait cru en leur loyauté. Le public, cependant, ne voyait que deux héritiers dévastés, unis dans la mission d'honorer l'héritage du patriarche tombé. La presse acheta l'histoire, renforçant l'image de tragédie familiale qui cachait une conspiration macabre. Pendant ce temps, Isabelle vivait ses jours en compte à rebours. De retour dans la chambre étroite où il la retenait, elle répétait pour elle-même le mantra que son père lui avait donné, une semaine, juste une semaine. Après, je m'échappe à nouveau et je le retrouve au pont du parc central. Le cœur de la fillette se remplissait d'anxiété et d'espoir, même au milieu de la peur. Elle entendait des fragments de nouvelles à la télévision de la cabane confirmant la mort de Javier et se mordait les lèvres jusqu'au sang pour ne pas pleurer à voix haute. À chaque battement, elle se répétait, ils n'ont pas gagné. Papa est vivant. Nous allons les vaincre. Le monde croyait au spectacle monté et c'était l'arme la plus puissante que père et fille possédaient. La scène était prête. Les acteurs du mal savouraient déjà leur victoire et la pièce semblait avoir atteint sa fin. Mais derrière le rideau, une nouvelle scène attendait d'être révélée. Les jours qui suivirent la mort de Javier furent empreints d'un silence pesant dans le manoir. Portail fermé, drapeau en berne, employés marchant la tête basse dans les couloirs. Mais derrière ces murs, l'atmosphère était différente. Estla troqua le deuil contre des robes de soie en moins d'une semaine, bien qu'elle conservât ses larmes préparées chaque fois que des journalistes apparaissaient pour de rapides interviews. Mario, avec son air sérieux, assumait les réunions d'urgence affichant une fausse sobriété. Nous devons honorer la mémoire de mon frère, disait-il, arrachant de discrets applaudissements au cadre qui croyait être face à un homme anéanti. Lors des rencontres privées, cependant, le masque tombait. Estla trinquait avec du vin cher, souriant, les yeux brillants de triomphe. Nous avons réussi, Mario. Toute la scène est à nous et personne n'ose même poser de questions. Il leva sa coupe avec un rire contenu. L'ironie est parfaite. Ce fou qui pleure sur la tombe de sa fille sans imaginer qu'il serait le suivant. Maintenant, l'empire qu'il a construit est à notre portée. Le monde entier pleure Javier, mais c'est nous qui sommes vivants, vivants et millionnaires. Les deux trinquaient en entrelaçant leurs mains comme des complices fraîchement couronnés. L'attente grandissait jusqu'au grand jour, l'homologation de l'héritage. Des avocats renommés furent convoqués, des journalistes s'agglutinèrent à l'entrée et des hommes d'affaires influents occupèrent les sièges de la salle du tribunal. C'était le moment où la fortune de Javier Hernandez, actionnaire majoritaire de l'entreprise et propriétaire d'un patrimoine enviable, serait légalement transférée. L'ambiance était solennelle, mais la tension courait sous la formalité comme un courant électrique. Estla et Mario apparurent impeccablement vêtus, lui en costume gris foncé, elle dans une robe noire mêlant deuil et pouvoir. Quand ils entrèrent, beaucoup se levèrent pour les saluer avec des gestes respectueux. La représentation fonctionnait. Tous les voyaient comme les victimes survivantes d'une tragédie, des personnes qui, même au milieu de la douleur, gardaient leur sang-froid et assumaient leurs responsabilités. Estla s'efforça d'essuyer discrètement une larme devant les caméras, soupirant, Javier a toujours cru en l'avenir de cette entreprise. Aujourd'hui, nous continuerons cet héritage. Le discours répété devant le miroir arracha des regards émus à certains avocats et des flashs aux photographes. Mario, d'une voix ferme, ajouta, c'est ce que mon frère aurait souhaité. La cérémonie commença. Les papiers furent placés sur la table centrale et le juge présida l'acte avec neutralité. Chaque signature était comme un coup de marteau symbolique, consolidant le vol qu'il croyait parfait. Estla se pencha pour écrire son nom d'une calligraphie élégante, souriant à demi. Mario tint la plume avec la fermeté de celui qui se sentait maître du monde. Chaque trait sur le papier sonnait comme une victoire célébrée en silence. Le public observait en silence respectueux, certains commentant entre la résilience de la veuve et du frère survivant. Ils sont forts, murmurait l'une des exécutives présentes. Ils ont tellement perdu et pourtant ils restent fermes. Si seulement ils connaissaient la vérité,
s'ils pouvaient voir au-delà des rideaux, ils auraient vu que chaque larme était une répétition et chaque geste une farce. Mais aux yeux de tous, c'était le moment du couronnement. L'Empire Hernandez avait maintenant de nouveaux propriétaires. Lorsque la dernière page fut signée, le juge se leva et déclara l'héritage officiellement homologué. Estla ferma les yeux un instant, savourant la victoire, et Mario serra discrètement sa main sous la table. « C'est fini » murmura-t-il avec un sourire de satisfaction qui lui échappa. Il croyait être au sommet, intouchable, célébrant le triomphe d'un plan impeccable. Le salon était plongé dans la solennité, avocats ramassant des papiers, entrepreneurs murmurant entre eux, journalistes aiguisant leurs plumes pour la note du jour. Le juge finalisait la cérémonie avec des airs de normalité. Estla, assise comme une veuve altière, laissait échapper un soupir calculé, tandis que Mario, droit sur sa chaise, se comportait déjà comme le nouveau pilier de la famille Hernandez. Tout semblait consolidé, un chapitre fermé, jusqu'à ce que soudain, un fracas fasse bondir le cœur de tous. Les portes du salon s'ouvrirent violemment, frappant le mur avec force. Le bruit retentit comme un coup de tonnerre. Des papiers volèrent des tables, des verres se renversèrent et tout le salon se tourna vers l'entrée. L'air sembla disparaître lorsque Javier Hernandez apparut, marchant à pas fermes, les yeux brillants comme des braises. À son côté, main dans la main, Isabelle, la fillette donnée pour morte, traversait le couloir la tête haute, les larmes brillant dans ses yeux. Le choc fut si brutal qu'un murmure assourdissant envahit le lieu. Cris d'incrédulité, caméras déclenchant sans arrêt, gens se levant de leur chaise en panique. Estla lâcha un cri étouffé, portant ses mains à sa bouche comme qui voit un fantôme. « C'est impossible » balbutia-t-elle les lèvres tremblantes, le corps se rejetant en arrière sur sa chaise. Mario devint livide, la sueur perlant sur son front. Il tenta de se lever, mais faillit tomber, s'agrippant à la table pour ne pas s'effondrer. « C'est un truc, c'est une farce » cria-t-il d'une voix paniquée, cherchant du soutien du regard, mais personne ne répondit. Tous les regards étaient fixés sur eux avec un mélange d'horreur et de répulsion. Javier prit le microphone, le visage envahi par une fureur qu'il n'avait jamais montrée en public. Sa voix chargée d'indignation résonna dans le salon. « Pendant 2 mois, ils ont pleuré ma mort. Pendant 2 mois, ils ont cru que ma fille avait été emportée par une tragédie. Mais tout cela n'était qu'une représentation répugnante, planifiée par la femme que j'ai appelée épouse et par le frère que j'ai appelé sang. » Le public explosa en murmures et exclamations, mais Javier leva la main, sa voix montant comme un rugissement. Ils ont planifié chaque détail, l'incendie, l'enlèvement de ma fille et même ma mort par un poison lent et cruel, que j'ai bu en toute confiance de ses mains traîtresses. Estla se leva brusquement, son voile tombant de son visage. Mensonge. C'est un mensonge. Je t'aimais, Javier. Je prenais soin de toi. Sa voix était aiguë, désespérée, mais ses yeux trahissaient la peur. Mario tenta également de réagir en criant « Ils ont tout inventé. C'est un spectacle pour nous détruire. » Mais personne ne les croyait. Javier s'avança vers eux, la voix chargée de douleur et de rage. Ils se sont moqués de moi, ils ont ri de ma douleur pendant que je pleurais sur la tombe de ma fille, ils ont utilisé mon amour, ma confiance pour tenter de m'enterrer vivant. Isabelle, le visage inondé de larmes, s'approcha du microphone. La fillette semblait fragile, mais sa voix traversa le salon comme une épée. J'étais là. Ils m'ont enfermé, ils m'ont tenu caché. Je les ai entendus célébrer, rire de mon papa. Ils ont dit qu'ils allaient le tuer aussi pour tout garder. Il ne mérite aucune pitié. L'impact de ces paroles fut dévastateur. Certains présents commencèrent à crier de répulsion. D'autres se levèrent indignés et les journalistes couraient pour enregistrer chaque mot, chaque larme de la fillette. Sur les écrans, des documents, des audios et des images commencèrent à apparaître, preuves rassemblées par Javier et Isabelle. Estla tenta d'avancer en criant « C'est de la manipulation, c'est un mensonge ». Mais elle fut contenue par des policiers qui s'approchaient déjà. Mario, pâle, tenta encore de s'excuser « Je suis innocent. C'est elle, c'est cette femme. Elle a tout inventé. » Mais le public ne voyait plus d'innocence, seulement des monstres exposés. Le salon qui, quelques minutes auparavant, les applaudissait, les huait maintenant, les pointait du doigt et certains demandaient à l'unisson une incarcération immédiate. Javier, envahi par la douleur de la trahison, les regardait comme on regarde un abîme.
Les larmes coulaient, mais sa voix sortit ferme, chargée de feu. Ils m'ont arraché des nuits de sommeil, ils m'ont volé ma paix. Ils ont presque détruit ma fille. Aujourd'hui, devant tous, ils seront rappelés pour ce qu'ils sont réellement, des assassins, des voleurs, des traîtres. Estla criait en essayant d'échapper aux menottes. Mario tremblait, murmurant des excuses insensées, mais il était trop tard. Tout le salon, témoin de l'une des plus grandes farces jamais vues, assistait maintenant à la chute publique des deux. Les caméras transmettaient en direct, la foule à l'extérieur commençait à crier indignée et le nom de Javier Hernandez revenait à la vie avec plus de force que jamais. Au centre du chaos, main dans la main avec Isabelle, il restait ferme, le regard dur fixé sur ses ennemis. Le retour que personne n'attendait s'était transformé en la destruction définitive du mensonge. Le salon était encore en pleine ébullition lorsque les policiers emmenèrent Estla et Mario menottés sous les huées. Les journalistes poussaient leurs microphones. Les caméras captaient chaque larme, chaque cri, chaque détail de la chute des deux. Le public, sous le choc, ne parvenait pas à assimiler une telle révélation. Mais pour Javier et Isabelle, cette scène n'avait plus d'importance. Le chaos externe n'était qu'un écho lointain face au tourbillon interne qu'ils vivaient. En sortant du tribunal, père et fille montèrent dans la voiture qui les attendait et, pour la première fois depuis leur retrouvaille, ils purent respirer loin des regards du monde. Isabelle, épuisée, posa sa tête sur l'épaule de son père et s'endormit, les yeux encore humides. Javier l'enlaça, sentant le poids de la responsabilité et en même temps le cadeau de l'avoir en vie. De retour au manoir, le silence les accueillit comme un vieil ami. Ce n'était plus le silence lugubre de la mort inventée, mais celui d'un foyer qui attendait d'être rendu à ce qui lui revenait de droit. Javier ouvrit la porte de la chambre de sa fille et le temps sembla s'arrêter. L'ambiance était intacte, comme si les mois d'absence n'avaient été qu'un cauchemar. Les poupées étaient toujours alignées sur l'étagère, les livres reposaient sur la table et la couverture pliée sur le lit semblait demander à Isabelle de s'y allonger à nouveau. Javier observa chaque détail, les yeux pleins de larmes, passant ses doigts sur les meubles, comme qui touche une mémoire vivante. Isabelle entra doucement dans la pièce, presque incrédule. Ses pieds glissèrent sur le tapis doux et elle toucha chaque objet comme si elle avait besoin de s'assurer qu'ils étaient réels. Elle prit l'une des poupées dans ses bras et la serra fort, laissant les larmes couler. « Je pensais que je ne reverrais jamais ça, papa, dit-elle à voix basse, la gorge serrée. Javier s'approcha, s'agenouilla devant elle et tint délicatement son visage. « Je pensais que je ne te reverrais jamais, ma fille, mais tu es là et c'est tout ce qui compte. » La fillette, fatiguée de tant de peur et de lutte, se permit enfin de s'abandonner à la sécurité. Elle monta sur le lit, tira la couverture sur elle et en quelques minutes, ses yeux se fermèrent. Javier resta assis à ses côtés, observant simplement sa respiration tranquille qu'il avait tant désiré revoir. Sa poitrine, autrefois un champ de bataille de douleur, se remplissait maintenant d'une paix nouvelle, fragile, mais réelle. Il passa la main dans les cheveux de sa fille, murmurant « Dors, ma petite. Je suis là maintenant. Personne ne te séparera plus de moi. » Dans le salon, le téléphone sonnait sans arrêt. Journalistes, avocats, amis et curieux voulaient des nouvelles du scandale. Mais Javier ne répondit pas. Pour la première fois depuis des mois, rien n'avait plus de priorité que sa fille endormie à la maison. Il marcha jusqu'à la fenêtre et observa le jardin illuminé par la lune. Le silence de la nuit était un baume, une trêve après des semaines de tempête. Au fond, il savait que les jours à venir apporteraient des défis, gérer la presse, restaurer l'entreprise, affronter les fantômes de la trahison, mais à cet instant, il décida que l'avenir pouvait attendre. L'horloge marquait le début de la matinée lorsque Javier retourna dans la chambre et s'allongea dans le fauteuil près du lit. Il ferma les yeux. Mais il ne dormit pas. Chaque soupir de sa fille sonnait comme de la musique. Chaque mouvement d'elle était un rappel que la vie avait encore un sens. Le passé ne serait pas oublié, mais maintenant il y avait quelque chose de plus grand, l'opportunité de recommencer. « Nous avons gagné, Isabelle » murmura-t-il à voix basse, bien qu'il sût que la bataille avait coûté cher. L'aube apporta une douce lumière qui envahit la chambre. Isabelle se réveilla somnolente et vit son père assis, épuisé, mais souriant. Elle courut vers lui et l'embrassa fort. Javier souleva sa fille dans ses bras, la faisant tourner comme il le faisait avant quand la vie était simple. Tous deux rirent entre les larmes et à cet instant, il sembla que le poids du monde se détachait enfin. La chambre n'était plus un souvenir figé, c'était le début d'une nouvelle étape.
Le lendemain matin, le ciel s'éclaircit, comme si l'univers lui-même annonçait un temps nouveau. Ravière et Isabelle marchèrent côte à côte jusqu'au cimetière en silence, chaque pas chargé de souvenirs et de signification. Le portail de fer grinça en s'ouvrant et le vent froid ramena l'écho des jours de douleur. La fillette tenait fermement la main de son père, comme qui ne veut jamais la lâcher. Et là, devant la pierre tombale où était écrit « Isabelle Hernandez, repose en paix ». Le cœur de Ravière se serra une dernière fois, il regarda la pierre froide et son visage se contracta d'indignation. Cette inscription était plus qu'un mensonge, c'était une prison invisible qui les avait étouffés tous les deux pendant 2 mois. Sans rien dire, Ravière s'approcha, posa ses mains sur le marbre et poussa avec toute la force qui lui restait. Le bruit sec de la pierre tombant résonna dans le cimetière comme un coup de tonnerre qui mettait fin à une ère. La pierre tombale se brisa en deux, éparpillant des fragments sur le sol. Le silence qui suivit fut lourd, mais aussi libérateur. Isabelle recula d'un pas, surprise par le geste, mais sentit bientôt une vague de soulagement parcourir son corps. La pierre qui l'enterrait vivante n'existait plus. Elle leva les yeux vers son père et, d'une voix tremblante, déclara « Je ne suis pas née pour être enterrée, papa. Je suis née pour vivre. » Ces mots, simples et purs, transpercèrent Ravière comme une flèche. Il l'attira vers lui, l'enlaçant de toute la force d'un cœur en reconstruction. Les yeux pleins de larmes, Ravière répondit, la voix ferme et brisée à la fois, « Et moi, je vais vivre pour te voir grandir. Je serai à chaque pas, à chaque rêve, à chaque victoire de toi. Rien, pas même la mort, ne me séparera plus de toi. » Isabelle se serra contre sa poitrine, sentant le cœur de son père battre en synchronie avec le sien. C'était le son d'une promesse éternelle, scellée non seulement par des mots, mais par la vie elle-même que tous deux avaient décidé de reconquérir. Autour d'eux, le cimetière semblait assister à la renaissance d'une histoire, où régnait autrefois le deuil, maintenant fleurissait l'espoir. Le vent souffla doucement, soulevant des feuilles sèches qui dansaient dans l'air, comme si le destin lui-même avait décidé de réécrire sa narration. Père et fille restèrent enlacés, se permettant de pleurer et de sourire en même temps. Les larmes qui coulaient n'étaient plus de douleur, mais de libération. Ravière leva le visage et contempla l'horizon. Il y avait des blessures que le temps n'effacerait jamais. La trahison du frère, le poison d'Estla, les nuits interminables de deuil. Mais à cet instant, il comprit que la vie ne se résumait pas aux pertes. La vie était dans la petite main qui tenait la sienne, dans le courage de la fillette qui avait survécu à l'impossible, dans la foi qu'il y aurait toujours un lendemain à reconstruire. Il inspira profondément et sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis des mois, la paix. Isabelle sourit et tous deux marchèrent vers la sortie du cimetière, laissant derrière eux la tombe brisée, symbole d'un mensonge enfin détruit. Chaque pas était une affirmation que l'avenir leur appartenait. L'obscurité avait tenté de les engloutir, mais elle n'avait pas vaincu. L'amour, la vérité et le courage avaient parlé plus fort. Et ensemble, père et fille, continuèrent, prêts à recommencer. Parce que certaines histoires ne se terminent pas avec la mort, elles recommencent quand on choisit de vivre.